Bon. Donc, la dernière fois, on n'a pas terminé avec Karl Darwish et le futurisme, mais je suis obligé de continuer. Et de temps en temps, je reviendrai à la question du futurisme dans la mesure où, avec Richard Charles, qui sera l'écrivain que j'aborderai aujourd'hui et à la séance prochaine, eh bien, il sera également question du futurisme, j'espère, la fois prochaine. Alors, je signale que Richard Charles, dans une note biographique qui date des années 30, remarque qu'en 1917, le seul écrivain qu'il eût connu était Karl Darwish et qu'il n'avait jamais rencontré d'autres. Et évidemment, il n'avait pas non plus rencontré Valentin. Et il raconte comment un jour il l'a vu dans un café de Tiflis, ces deux écrivains assis ensemble à boire un café. Il y avait un café à Tiflis qui s'appelait le café du thé, quelque chose comme ça. Et c'est apparemment dans ce café qu'il a... Donc ils étaient tous les deux ensemble. Terian avec Karl Darwish. Donc il les a vus tous les deux. Il les a vus de loin, si vous voulez. Il n'a pas osé les approcher. Quel café, monsieur Bolodian? Pardon. Café du thé. Karl Darwish, c'était à Tiflis dans un café. Je crois que ça s'appelait le café du thé. C'était un des cafés où les intellectuels arméniens, entre autres, se rencontraient. Et évidemment, c'était également le café où les futuristes géorgiens, russes, se voyaient. Il y avait, comme à Paris, des cafés où les écrivains se rencontraient régulièrement. Alors, Richard Charles est un écrivain, un poète prolifique. Il a énormément écrit, même s'il est mort à l'âge d'à peine 40 ans, à 40 ans, et il a joué un rôle de premier rang dans la littérature arménienne en Arménie, à partir de 1900, disons en gros 1920. Quoique sa carrière commence dès 1914. Alors, Charles était né à Kars en mars 1897. Et il s'appelait Soromonian, en fait, la famille Soromonian. À l'époque, Kars faisait partie de l'Empire. C'était la ville la plus méridionale de l'Empire. Et où c'était une ville garnison. En fait. Oui. Et donc, Charles a fait ses études primaires dans une école de la ville, ensuite des études secondaires également dans un lycée russe de Kars. Et c'est dès 1911, donc à l'âge de à peine 14 ans, il se met à écrire des vers dont il nous est parvenu un exemplaire daté de 1911. Vous savez, dans les lycées, on publie des petites brochures annuelles, et il a publié un petit poème dans la revue de l'école. Alors, évidemment, c'est une période extrêmement trouble, les années 1914-15, l'Empire russe entre en guerre
contre l'Empire ottoman, contre les puissances, ce qu'on appelait les puissances de l'Axe, l'Empire ottoman, l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne. Donc, le front russo-ottoman-turc est un front qui s'embrase, et à partir du mois d'avril 1915, il y a beaucoup de rescapés arméniens des provinces arméniennes orientales de l'Empire ottoman qui se réfugient à Etchmiadzin et dans les autres localités de l'Empire russe. Et vous savez, c'est le moment où les Arméniens de Van se rebellent contre évidemment les exactions et puis les tentatives contre les persécutions, notamment des Turcs. Et donc en 1915, il y a un groupe de volontaires qui vont aller rejoindre les rebelles de Van. Parmi les volontaires, il y a Charles. Des volontaires arméniens. Oui, mais Karl, c'était dans l'Empire russe à l'époque. C'est des volontaires arméniens. C'est des volontaires arméniens. C'est, je crois, plusieurs détachements, si vous voulez. Majoritairement des jeunes gens qui n'ont pas nécessairement l'expérience de la guerre. Ce ne sont pas nécessairement des soldats. Donc, c'est une sorte de mobilisation volontaire. Au cours de ce déplacement va lui permettre d'être témoin des exactions et des crimes commis dans la région. Et c'est à partir de ce premier déplacement qu'il va écrire son texte, l'un des premiers textes qui porte sur la catastrophe, à savoir la légende dantesque, Tanteagan Araspel, qui paraît justement, Tanteagan Araspel paraît à Tiflis en 1916, aussitôt écrit, aussitôt publié. Tanteagan Araspel, il en existe maintenant une traduction française, parue chez l'Harmattan, en version bilingue. C'est-à-dire, vous avez le texte arménien en face, le texte français. C'est M. Venturini et Mme Venturini qui étaient nos élèves et qui a également fait une thèse sur Yariché Chal. Et la traduction française, le titre français, il y a un titre français le titre français, Légende dantesque. Donc, Tanteagan Araspel. La même chose. Mais c'est un livre ou c'est un poème? C'est un ouvrage. Oui. Donc c'est un ouvrage, c'est un recueil, c'est pas un recueil, c'est un seul poème qui comprend 8 parties. C'est un seul poème comprenant 8 parties. Cette vaste composition en décasyllabes, Tanteagan Araspel, alors se présente comme souvenir du champ de bataille. Ishoktuner Paderazmi Tashtitz. Et il est dédié à ses camarades volontaires, et dont il donne les noms, et il signale également des camarades qui sont morts sur le chemin. Alors, le texte, cette dédicace est datée du 25 décembre 1915.
Alors, le Tanteagan Gospel est important parce que c'est le premier grand poème de Charles, daté d'ailleurs de 1915-16, avec un renvoi explicite Tachkastan, Paskastan, Haigagan, Yoterol, Gamavol, Panak. 7e armée volontaire, des volontaires arméniens. Bon. Ça c'est, alors, il y a évidemment plusieurs éditions de Tanteagan Gospel, et évidemment c'est celui qui est paru au Liban que j'ai en main. Donc cet ouvrage comprend 9 parties écrites sur le même modèle rythmique. Comme je dis, décasyllabes, c'est des 6 ans. C'est-à-dire chaque strophe comprend 6 vers, une composition après tout savante. Ça, c'est d'ailleurs une des questions qu'on peut se poser. La raison pour laquelle Charents adopte un mètre, c'est vrai, assez habituel, le décasyllabe avec une coupure après la 5e syllabe, c'est-à-dire comprenant 2 membres, mais le sisin est quand même une forme assez recherchée. Et donc il aborde le thème de la catastrophe, c'est-à-dire le témoignage, c'est un témoignage poétique, si vous voulez. C'est un témoignage poétique par quelqu'un qui a vu de ses yeux et qui, dans le texte, parle à la première personne du pluriel. Il dit « nous », car c'est un groupe de gens qui s'en vont et donc qui rencontrent sur le chemin les horreurs laissées par les criminels. Je ne vais pas tourner autour du mot. Alors, ce texte est publié donc à Tiflis. C'était pas son premier ouvrage, puisqu'il avait déjà publié 2 petites brochures. 2 petites brochures, une première brochure qui avait, avec un titre très symboliste, Yerek Yerk, 3 chansons, de Khratalou Garchigan, de la jeune fille triste. De Khratalou, triste et pâle, publié à Kars en 1914. Donc c'est le seul ouvrage de Kars, de Charents, qui est publié dans sa ville natale à Kars, en 1914. Et ça s'appelle comment? C'est une petite brochure, donc, Yerek, la fille triste. Yerek de Khratalou Garchigan. 3 chansons pour la jeune fille triste et pâle. Évidemment, par le titre, vous comprenez qu'il s'agit d'un petit recueil d'inspiration symboliste. Le deuxième recueil, plutôt brochure, s'appelle Gabudachia Hayrenik, la patrie aux yeux bleus. Gabudachia Hayrenik, Tiflis, 1915. Ce qui veut dire que Charents, quand il entreprend l'écriture de cette légende dantesque, il a déjà derrière lui 2 recueils. 2 petits recueils, c'est vrai, mais on sait que c'est un poète qui travaille énormément, qui écrit énormément, et on verra quand en 1922 il va faire paraître ce qu'on appelle ses œuvres complètes de l'époque, qui paraît à Moscou, eh bien c'est déjà un double volume assez conséquent. Alors, je reviens sur sa carrière. En 1916, il part pour Moscou.
pour entreprendre des études universitaires. Et en fait, au lieu de fréquenter les bancs de l'université, il va s'intéresser davantage aux mouvements sociaux, dont la révolution va émerger. Enfin, à la révolution d'octobre, il est à Moscou. Il revient en Arménie en 1919. L'Arménie, depuis mai, est indépendante et c'est à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'assez important dans sa carrière poétique. Eh bien, le critique littéraire Nigol Arbalian, qui était le ministre de la culture de l'Arménie indépendante, mais déjà un critique célèbre à Tiflis. Nigol Arbalian est mort à Beyrouth en 1947 en exil, si vous voulez. Et Nigol Arbalian avait une réputation déjà quand il est choisi comme ministre de l'Arménie indépendante. Il était de tendance tachna, bien entendu. Et Nigol Arbalian raconte dans ses souvenirs comment il a fait la découverte du challenge un jour après les séances assez harassantes du Parlement. Il entre dans son cabinet et puis dans son cabinet il y a une pile d'ouvrages. Et bien dans cette pile d'ouvrages il y a un nom, Gershel Charentz, qui a déjà, il y a 3 recueils si vous voulez, 3 opuscules. Et puis il se met à lire et à ce moment-là il se rend compte qu'il a en face de lui un poète de grand talent. Alors, il donne une conférence dans les salles du Parlement. Évidemment, cette conférence, il y a un compte-rendu dans la presse, Charentz en entend parler, et voilà qu'il se présente auprès de Nigol Arbalian comme l'auteur dont il avait été question. Évidemment, Nigol Arbalian est un peu étonné parce que Charentz était plutôt petit, de taille, plutôt petit. Et puis, en fin de compte, il interroge, comme Charentz à l'époque était enseignant dans une école de province, eh bien, il lui propose un poste dans son cabinet. Simplement pour qu'en fait, Charentz puisse continuer à écrire tranquillement. C'est donc un poste plutôt Non, mais afin qu'il puisse c'est écrire. une sorte de bourse. Oui. Donc, du jour au lendemain, Charentz devient un poète renommé dans la lignée des poètes d'Arménie orientale. Et puis, évidemment, il va commencer à fréquenter les salons de Yerevan. Il y a les salons littéraires de Yerevan. Déjà, Charentz avait des amis, notamment la poétesse Armenoui Tikranian. Armenoui Tikranian était une poétesse qui s'est mariée avec le fils de Abedis Aharonian, pardon. Barkes Aharonian, et elle a accompagné son mari aux États-Unis. Donc, après, si je ne me trompe, après 1921. Et d'ailleurs, Charentz dédicace un de ses ouvrages à Armenoui Tikranian. Armenoui Tikranian est la sœur du compositeur de Hanouch. Donc
nous sommes dans un milieu culturel d'Arménie indépendante, si vous voulez. Évidemment, Charent va profiter un peu de cette situation, mais il va beaucoup écrire. Et mais néanmoins, Pardon, devant l'opéra à Yerevan, il y a deux statues. Et Spendalian, qu'est-ce qu'il a fait lui? C'est un compositeur, d'origine arménienne, qui est venu en Arménie après la Révolution, après 1921. C'est pas lui. S'est installé, et donc Spendalian a écrit un opéra Almast, un opéra inachevé. L'orchestration a été faite par quelqu'un d'autre. Ça, c'est, si vous voulez, le deuxième opéra, après celui de Tigranian. Donc, c'est pas du tout. Spendalian, c'est quelqu'un d'autre. Alors, Charent, même s'il bénéficie des largesses du gouvernement Tashnak, il participe aux révoltes fomentées contre le gouvernement de la République. Et évidemment, très vite, il s'engage aux côtés des communistes arméniens quand ceux-ci prennent le pouvoir. À l'âge de 22 ans, maintenant, une fois que la République soviétique est installée en Arménie, Charent, en 1921, il souhaite reprendre ses études universitaires à Paris. Et il s'inscrit, à Moscou. Il prend ses études à Moscou, il s'inscrit à l'Institut de littérature fondé par le poète Valéry Brusov. Le poète Valéry Brusov était un poète symboliste très connu et évidemment celui qui avait entrepris une traduction de la poésie arménienne à laquelle avait collaboré Terian dans les années 1915 et 16. Donc, Valéry, c'était un institut de littérature. D'ailleurs, même maintenant, cet institut existe. Il y a même une filiale à Yerevan, Valéry Brusov, de langue. C'est au coin de la rue Sarian et Toumanian, si je ne me trompe, à l'heure actuelle. Alors, en 1922, Charent revient à Yerevan. Ce qu'on constate, c'est qu'à l'époque, c'est un personnage remuant qui ne parvient pas à s'installer quelque part. Et il a envie de faire des choses, surtout. Et en 1922, donc au mois de mai, avec deux autres poètes arméniens, il va lancer ce qu'on appelle la déclaration des trois. Yereki Deklaratia, ça veut dire c'est le seul manifeste littéraire jamais publié en Arménie soviétique. Mais 1922, qui va déclencher une très vive polémique dans les milieux culturelle et littéraire de l'Arménie indépendante. Et évidemment, c'est l'époque où apparaît chez Charent d'une manière explicite une forme de futurisme. Une forme de futurisme qui prend aussi parfois l'allure du communisme futuriste, si vous voulez, ou futurisme communiste. Simplement, évidemment, comme je vous ai dit l'avant-dernière fois, les futuristes russes avaient adhéré à la révolution.
et sans nécessairement abandonner les principes poétiques et esthétiques qui les guidaient. Et donc, ce manifeste, qui est donc la Déclaration des Droits, et que nous lirons la fois prochaine, et ce manifeste est important parce que, au moins pendant 2 ans, jusqu'en 1924, Charest sera très proche du futurisme. Alors, mais en 1924, alors après ce qu'on peut dire l'échec de la Déclaration des Droits, l'échec dans la mesure où la presse se déchaîne et le pouvoir s'y mêle. On a notamment le personnage important, le secrétaire du parti communiste Alexandre Miasnikian, qui était en même temps un critique littéraire assez connu. Alexandre Miasnikian, ancien élève de Karadarvish, du sens où, non pas élève, il a eu vécu comme enseignant. Un disciple. Donc, Charest se trouve en 1924, en mai 1924, il se retrouve à Moscou, dans l'ancien lycée Lazarian, au collège Lazarian, et c'est là qu'il entreprend cette fois-ci la publication d'un journal de littérature et d'art. Voilà une copie. Au lycée Lazarian, il est quoi? Il est enseignant ou étudiant? Qui? Charest. Il est toujours étudiant. Il est vieux déjà. Il est étudiant, il n'a jamais eu de diplôme apparemment. Alors, à Moscou, il entreprend avec deux de ses amis, cette fois-ci, ses amis sont plutôt, il y a l'architecte Halabian, et puis il y a un écrivain, plutôt un autre architecte, Mazmanian. Mazmanian a connu les affres de l'exil en 1938-39. Garo Halabian et Exilé où? Mikhaël Mazmanian. Exilé où? Pardon? Exilé où, Mazmanian? En Sibérie? Oui, après 1938. En Sibérie. Alors, 30 ans. Exilé, Alors, pour le moment, C'est pas les jeunes l'exil gens, intérieur. les deux autres, c'est-à-dire Mazmanian et Garo Halabian, sont des gens qui sont liés au théâtre et à l'architecture. Leur spécialité, c'est pas la littérature. Ils finissent par former une forme de groupe, comme d'ailleurs il y avait des groupes constructivistes à Moscou. Et les thèses abordées, les thèses qu'on trouve dans ce numéro du journal qu'ils ont publié, qui s'appelle Standard, ce sont des thèses très proches des constructivistes. Les constructivistes étaient un peu la suite des futuristes. C'est quoi? C'est Malevich et compagnie? Malevich aussi, mais Malevich n'était pas en C'est par là. Alors, le journal s'appelle Standard. Il a eu un destin assez curieux, dans la mesure où il venait d'être publié, Standard. avant même qu'il soit envoyé en Arménie, au collège Lazarian, c'est-à-dire il n'y avait plus Miasnikian est là. Et évidemment, on lui montre. Miasnikian voit le journal, il convoque Charest, et résultat, on ne connaît pas le contenu de l'entretien. Simplement, Charest sort de l'entretien avec une figure
d'homme qui a dû céder, capituler, et donc on lui a demandé de brûler tout le stock. Non pas interdiction, mais on lui demande de mettre fin à cette publication. Donc à partir du numéro 1, il n'y a eu qu'un seul exemplaire. Mais Mias Nikian, qu'est-ce qu'il faisait quel était son rôle? Comme il était membre du Parti communiste, il était à Moscou. Ah, d'accord. Il était à Moscou. Ce n'est pas la carrière de Mias Nikian qui nous intéresse. Non, mais c'est pour savoir Ni ses quel était son déplacements. pouvoir. De toute façon, il n'est pas allé à Moscou pour contrôler l'activité des intellectuels arméniens. Alors, ce journal s'appelle Kragan Tcherkevan Vesti, Moscou en 1924, Kazanal de Sanchok, avec une Photo de Lénine. une reproduction du personnage de Lénine Sur sur un moteur. une sorte de machine. Moteur électrique, oui. C'est l'industrie. Alors, évidemment, ça n'a pas dû plaire à Mias Nikian. La seule chose où Charest n'a jamais évoqué ce problème, ni n'a transmis le contenu de l'entretien de ce mois de mai 1924. Simplement, quelques mois plus tard, alors évidemment, Charest s'exécute. Il brûle, il en échappe un exemplaire, semble-t-il. Et d'ailleurs, un seul exemplaire qui est co-signé par Charest et Halabian. Et cet exemplaire a été confié au musée d'art et de littérature comme si c'était un manuscrit, c'est-à-dire comme exemplaire unique, à garder. Mais je pense qu'il y a eu d'autres exemplaires qui sont partis en Arménie, car il y a eu dans la presse en Arménie au moins un article où on parle de ce journal, sous le titre de Moswai Hoveritz. Car les vents à Moscou apportent beaucoup de nouveautés, hein, c'est-à-dire les nouveautés en général qu'on méprise à Yerevan. Mais pour le moment, il y a un exemplaire qu'on peut consulter au musée d'art et de littérature. À Moscou ou à Yerevan? En Arménie, au musée d'art et de littérature en Arménie, il a atterri, l'exemplaire a atterri au musée d'art et de littérature. Alors, quelques mois après, Charest, Mias Nikian permet à Charest d'entreprendre un voyage en Europe. Évidemment, la tentation est très forte pour mettre une relation entre la capitulation du mai 1924 et ce voyage. En somme, on peut dire, maintenant, il faut mettre fin à cette sorte d'activité qui n'arrange pas du tout, mais je vais vous laisser partir faire un petit voyage en Europe. C'est donnant. Alors évidemment, c'était une raison, ça peut être une raison pour laquelle Charest ne souffle aucun mot sur le contenu de l'entretien. Oui. Alors Charest fait part de Tiflis. Il va aller d'abord en bateau à Istanbul, à Bolis. On a un témoignage là-dessus puisqu'il écrit un poème qui s'appelle Istanbul, qui est publié sur place. Charest ne perd pas son temps. Je vous fais grâce de ce poème pas très intéressant. Oui. Et puis il va passer en Italie, c'est-à-dire, d'après ce que je sais, à Rome. À Rome et à Venise. Et à Venise, il aura l'occasion de rencontrer justement Avedic Aharonian,
le poète exilé qui s'appelait Avedis Aharonian, si vous voulez, connu et qui était à l'époque proche de Tashnak. Il avait collaboré au journal Trochak avec des poèmes consacrés au fédéisme, à la lutte révolutionnaire. Et mais donc après 1920, il s'était réfugié à l'étranger, à Venise, mais il y a une rencontre entre Avedis Isaakian et Charet incite Avedis Aharonian, Isaakian, de revenir au pays. C'est Isaakian qu'il rencontre. Oui, Isaakian. C'est Avedis Isaakian. C'est Avedis Isaakian. Oui, c'est Isaac. Avedis Isaakian était à Venise. Voilà, Avedis Aharonian était à Paris. Ce sont deux personnages différents. Avedis Aharonian était un poète Gumri, auteur d'un poème assez connu, Apulala Mahal, Ah oui. et qui avait une certaine renommée à Tiflis, proche de Robert Toumanian, assez proche aussi de Telian. De toute façon, c'était une figure emblématique qui n'était pas communiste. C'est l'époque où Miasnikian essaye de faire venir l'intelligentsia arménienne réfugiée en Arménie à Yerevan, réfugiée à l'étranger, de faire venir en Arménie. Et donc, parmi les gens qui cèdent, il y en a plusieurs, parmi l'une des actrices, l'activiste la plus connue, c'est Madame Zabel Zaya, qui déjà, à partir de 1922, avait plus ou moins changé de conviction. Donc nous sommes dans les mêmes années. Charent rencontre Isaakian et après, il vient à Paris. On connaît peu de choses de son séjour à Paris, qui coïncide également avec le moment où Chateaubriand écrit un article sur Yeriché Charent, un article plein d'éloges, évidemment. C'est le moment également où dans la revue Hellenic de Boston, cette fois-ci, Hagop Oshagan écrit un long article sur Yeriché Charent. Alors, Hagop Oshagan prend comme texte justement les deux volumes des œuvres, Yeriché Charent et Oshagan Yerkel, en deux volumes, parus à Moscou en 1922. À Beyrouth. Non. Les deux volumes ont paru à Moscou du vivant de Charent en 1922. Charent, en 1922, fait paraître ces deux en deux volumes. Vous l'avez dit tout à l'heure. Yergel, alors ça s'appelle Yergel Jorobatu, en deux volumes. Yergel Adorov, Moscou, 1922. L'exemplaire que j'ai, c'est l'édition de Beyrouth. Ah, ils ont republié à Beyrouth. Il a republié parce que, évidemment, cette édition reproduit l'orthographe classique qui était celle de l'édition de 1922. Car après, ces textes ont été repris, mais dans l'orthographe soviétique. Donc, et parfois, Charent les a repris, si vous voulez parfois corriger. Agop Oshagan fait une critique
parfois élogieuse, évidemment, parfois très sévère. On pense que Charent a lu ces critiques. De toute façon, la revue est parue alors que Charent était à l'étranger. Il est peu vraisemblable qu'il n'ait pas vu. C'est d'autant plus que la revue Vaillénique, une revue propulsée par le Tachnak, par le parti Tachnak, était une revue, même si c'était une revue des adversaires, relativement bien reconnue, dans la mesure à cette revue collaboraient des plumes comme Gilles Banzaté, Avedis Isaakian, entre autres. Donc, d'ailleurs, Avedis Isaakian, jusque dans les années 30, il a collaboré à cette revue, puisqu'il était payé. Il faut bien comprendre que vivre à Venise, Avedis Aronian n'avait pas de métier. Il ne pouvait vivre que de sa plume. Et sa plume, évidemment, ceux qui payaient, c'était le parti Tachnak, la revue Vaillénique. Même cas de figure. Édité à Boston. Oui, Boston. Même chose même cas de figure que Costanzarian, Avedis Isaakian, Avedis Aharonian également, mais Avedis Aharon, c'était un Tachnak. Et donc, il n'y avait pas de problème pour lui. Alors, Goshagan, il était à Chypre à ce moment-là. Il était à Chypre. Ouais. Il était à Chypre. C'était pratiquement la première année. Et donc, nous sommes quand Charent, sur le chemin de retour, apprend la mort de Miasnikian dans un accident d'avion. Ça va être un premier choc, puisque c'est, si vous voulez, c'est un peu pas son patron, mais le personnage envers qui il a beaucoup de respect. En plus, Miasnikian représente une forme de communiste, national-communiste. C'est-à-dire, Miasnikian pense que la question arménienne peut être résolue dans le cadre de l'Empire soviétique, de la République soviétique. Il sera le premier déçu en 1923, quand, après une grande réunion au sommet, on va attribuer le Karabakh et le Nakhitchevan, on va non pas les rattacher, ce seront des régions autonomes gérées par l'Azerbaïdjan. Autrement dit, le conflit actuel date de cette décision prise en 1923, contre laquelle Miasnikian n'a pu rien faire. Même s'il était un ancien communiste très actif, il n'a pas pu faire pencher la balance en faveur de l'Arménie. Les frontières actuelles de l'Arménie ont été fixées à cette époque. C'est un vrai accident ou il y a eu un soupçon, c'était un pseudo-accident pour liquider Miasnikian, non? Non, oui, je ne sais pas, c'est possible. Je crois que c'est un accident provoqué. Ils étaient 3 dans le même avion, mais en fait, on a dit que c'était l'accident provoqué n'était pas contre Miasnikian, mais un des personnages qui l'accompagnait. Mais on ne sait pas à l'époque. Enfin, on n'a pas fait d'enquête, mais on pense que ça fait partie de la série d'accidents d'avions provoqués. Il y en a beaucoup, même à l'heure. Concernant les dirigeants des républiques soviétiques. Alors, en 25, quand Charent rentre, évidemment, il a enfin vu cette Europe, cette Europe tant honnie par les communistes, et évidemment, il a vu
de ses yeux. Il a une vision beaucoup plus nuancée que ses camarades en Arménie, et il entreprend une sorte de changement radical de sa propre poétique. Sa conception poétique va changer dans le recueil, puisque un recueil apparaît en 1930 qui s'appelle Epikakan Nusapat. Ça veut dire le matin épique. Epikakan, vous avez compris, épique. Nusapat, aurore ou matin. Yerevan, 1930. Déjà à l'époque, alors entre-temps, après son voyage, après son retour en Arménie, ce personnage, Charens, a des problèmes, notamment sur le plan, on dit qu'il est plutôt instable. En tout cas, il avait vu un jour, il avait eu une jeune fille et il avait voulu il l'avait convoitée. Il tire des balles. À l'époque, les communistes portaient des armes à feu. Il tire, malheureusement, il ne fait que la blesser. Simplement, il est condamné à une peine d'emprisonnement. Ensuite, évidemment, le parti, si vous voulez, ou les gens qui sont proches de Charens dans le parti, parviennent à trouver une solution un peu moins contraignante, puisqu'il sera envoyé dans une maison de rééducation. Ah, c'est pour ça qu'il y a le livre. D'où sort la maison de rééducation. Ouvrage, l'un des deux ouvrages en prose de Charens, paru en 1928, évidemment, 28-29. Évidemment, vous pouvez lire cet ouvrage qui a un côté un peu optimiste, si vous voulez, qui donne une vision optimiste des choses. Car la maison de rééducation n'est pas une prison. C'est une sorte, si vous voulez, une sorte de prison où on corrige les gens. On essaie de corriger les gens, de les mettre sur la bonne voie. Alors, nous sommes dans les années 30. Dans les années 30, Charens a un poste important dans les presses de l'État, section littéraire, un poste qu'il va occuper jusqu'en 1935. Et ce sera l'occasion pour lui d'entreprendre un travail d'édition de fond, notamment en ce qui concerne des traductions. C'est-à-dire qu'il va demander à de nombreux spécialistes ou des gens qui connaissaient des langues étrangères de traduire en arménien à partir des originaux et non pas en passant par le haut. C'était une démarche importante. Car après ça, évidemment, la plupart des traductions pendant la période soviétique seront faites à partir des versions russes. C'est la même chose pour le livre Totovens, Oui. qui avait été traduit en français de l'arménien. Et lors d'une conférence, vous aviez dit que c'est curieux parce qu'il ne parle pas du tout du génocide. Alors que ça avait été enlevé par les Russes. Oui, par exemple, l'ouvrage de Totovens et l'ouvrage de Megati Charpen, La Fontaine de Herna, ont été traduits. Alors, la traductrice de La Fontaine de Herna a traduit le texte d'après le texte russe. Et le traducteur de Une enfance arménienne, de Totovens, a traduit d'abord à partir du russe, mais après, il a fallu
revérifié à partir du texte arménien. Donc il y a eu un travail, une tentative pour revenir à la version arménienne. En tout cas, c'était une pratique imposée. On pouvait traduire Dante, tout ce qu'on voulait, les classiques du monde entier, à partir des versions russes. Pourquoi? Parce que les versions russes, déjà, faisaient un travail d'adaptation, disons, de censure. Mais là, vous dites qu'ils traduisaient de l'arménien et non du russe, mais c'est le contraire. Non, mais non. Les traducteurs de Megadi Charman et de Totoven ont procédé à partir des versions russes. Oui. Dans les années oui. 70-80 en oui. France. D'accord. Alors que Charman, lui, voulait en Arménie faire traduire les ouvrages des classiques étrangers à partir des textes originaux français, anglais, italien, allemand. C'était, pour faire de bonnes traductions, on fait partir de l'original. On ne peut pas traduire à partir d'une traduction. La traduction ne peut pas servir de l'original, de texte de traduction. Ah, pardon, puisque vous parlez des traductions faites en arménien à l'époque, est-ce qu'ils avaient accès aux traductions qui avaient été faites à Bolis? Parce qu'ils avaient beaucoup traduit. Oui, mais pas nécessairement les mêmes. Pas les mêmes. Non, par exemple, non, je crois pas qu'ils pouvaient s'adresser. Je crois qu'ils voulaient surtout faire des traductions d'œuvres qui n'avaient pas été traduites. Par exemple, il faut bien reconnaître que beaucoup d'œuvres écrites en allemand n'étaient pas traduites en arménien occidental. Le travail de traduction en arménien occidental était plutôt limité. Au français. C'était fait à partir du français. D'accord. Bon, alors, donc, Charette occupe un poste important sur le plan de l'édition. Ensuite, alors en 1934, il participe au congrès des écrivains soviétiques à Moscou. 34. C'était évidemment, il va y faire un discours, et c'est à ce propos que. C'est à ce propos, donc, apparemment, c'est à ce moment-là qu'il y a. C'est à ce moment que fait allusion Nadezhda Mandelstam dans ses mémoires consacrées à Ossip Mandelstam. Elle parle de Charette et des idées que Charette avait émises dans son discours du congrès des écrivains à Moscou. C'était un lieu très officiel et je ne crois pas que Charette pouvait à ce moment-là émettre des idées d'avant-garde. Il était là pour représenter l'Arménie et peut-être même une aile, non pas conservatrice nécessairement, mais quand même proche du pouvoir. Autrement dit, en 1934, à Moscou, Charette ne pouvait pas jouer le rôle de révolutionnaire et de rebelle. C'est évident. Et donc, le reproche que Madame Nadezhda peut faire contre Charette est malvenu, et me semble-t-il. Bon, alors, il est Charette, si vous voulez, un personnage qui a ses entrées au comité central. Il rencontre le secrétaire du Parti communiste d'Arménie qui était Arasi Khanchyan à l'époque. Et voilà comme en 1935, 36, si je me trompe, Arasi Khanchyan est assassiné. Plus tôt,
est convoqué à Tiflis par Beria et, semble-t-il, selon la version officielle, il se jette par la fenêtre du lieu où il résidait. Charent a-t-il eu vent de la réalité? C'est possible. Il va consacrer une série de poèmes dont nous allons faire certains, consacrés à la mort de Arasirantia. Ces textes n'apparaîtront jamais pendant sa vie. Ce sont des textes posthumes qu'on a eu la chance de pouvoir conserver, qui ont été publiés progressivement depuis 1980, depuis les années 80. Mais on sait que l'étau se resserre autour de lui, après la mort d'Arasirantian, qui était un peu un protecteur, et Charent lui donnait le nom du dauphin d'Arménie, en quelque sorte un peu le grand personnage d'Arménie qui pouvait à la rigueur protéger les Arméniens contre, évidemment, Beria et la clique de Staline. Or, il n'empêche que, d'abord, après la mort de Arasirantian, il y aura d'autres secrétaires communistes, il y en aura au moins 2, qui seront au solde, naturellement, il ne peut pas être autrement qu'au solde de Beria. Évidemment, Charent sera assigné à résidence d'abord. Il va subir plusieurs séances d'interrogatoire. Ensuite, il est emprisonné au mois de novembre 1937 et il meurt dans des conditions jamais réellement élucidées le 29 novembre 1937. Le corps n'a jamais été retrouvé. Voilà, un destin. Il a eu quand même après une réhabilitation. La réhabilitation s'est faite après la mort de Staline. Les vagues de réhabilitation commençaient à partir de 1956. Charent a été réhabilité, et comme d'autres d'ailleurs, comme tous ceux qui ont été assassinés, comme Totovin, Pargoun, tous ont été réhabilités. Oui. La légende, ou je ne sais pas, selon laquelle on aurait retrouvé une partie de son corps sans la tête sur les rives de la rivière de la Sainte. On dit des choses, mais la famille de Charent a refusé les descendants qu'on fasse des recherches pour retrouver son corps. Pourquoi? Ils ont refusé parce que abîmé un peu plus. Non, c'est quelque chose qui les regarde. Oui, tout à fait. Pas. Charent alors, avait 2 filles. Anaïd, la cadette, et puis Alpénique. Alpénique, l'aînée. Elle est décédée il y a quelques années. Et Anaïd Charent est encore vivante. Je crois qu'elle est aux Pays-Bas. C'est elle qui a entrepris un travail de réédition ou d'édition des inédits de son père. En 1984, quand elle a publié un gros volume d'œuvres jamais repris et des œuvres inédites. Des œuvres inédites. Alors, car après la mort de Charent, et même au moment où il était encore en vie, la police a fait main basse sur ces manuscrits.
Et Charent, naturellement, peut-être prévoyait ce cas de figure. Déjà, certains manuscrits, il se trouvaient, il avait été disséminé certains manuscrits, ou même les mêmes textes dans 2-3 endroits différents. Il y avait une jeune femme, une jeune fille, qui le fréquentait, qui savait qu'il y avait une armoire dans laquelle Charent rangeait dans une partie cachée des manuscrits. Alors, au moment où on a voulu disperser les affaires de Charent, puisque la famille a été, comment on appelle ça, Extradé. Banni. Extradé. Non, banni. Non, elle a, aussitôt que Charent a été arrêté et mort, sa femme, Isabella, avait fait des démarches pour faire sortir Charent de prison, et donc elle-même avait été considérée comme complice de son mari. Elle a également écopé des mois de prison avant d'être jugée et condamnée à la déportation en Sibérie. Donc les enfants ont été confiés aux grands-parents. Ensuite, il y a eu toute une affaire puisqu'on les a mis dans un orphelinat. Alors les papiers, évidemment, ont été conservés en partie par cette jeune fille. La fameuse. Et elle a gardé ces papiers, elle ne pouvait pas les garder chez elle, elle les a enterrés. Sa femme a été déportée et rescapée ou elle est morte en déportation? Sa femme? Oui. Non, sa femme, elle n'est pas morte en déportation, elle s'est mariée, elle a vécu, je ne sais pas dans quelle république, je crois qu'une fois elle est revenue en Arménie, mais elle ne s'est pas installée, elle n'a même pas eu le temps de s'installer en Arménie puisqu'elle était mariée, elle avait eu un deuxième mariage. Donc Isabella, elle s'appelait Isabella de Charent. Ça c'était, si vous voulez, c'était la deuxième femme de Charent, puisqu'il avait déjà une première femme qui était morte dans les années 20. Alors voilà, les papiers de Charent ont été exhumés, si je puis dire, après la mort de Staline en 1953, et évidemment ces papiers, au moins cette partie gardée sous terre, eh bien, c'est abîmé. Une bonne part de ces manuscrits était devenue inutilisable. On a essayé de récupérer ce qui pouvait être récupéré, mais par chance, il y avait des manuscrits qui avaient atterri ailleurs. Et ces manuscrits étaient mieux conservés. Donc on a notamment les manuscrits qui avaient été gardés par le poète Kevork Emin. Voilà. Kevork Emin, dont le fils petit à petit publié ou monnayé, a vendu, si vous voulez, certains manuscrits à l'État. On ne sait pas encore s'il y a d'autres manuscrits. Autrement dit, il y a un véritable problème, car nous ne disposons pas encore d'édition fiable de ces œuvres posthumes. Car au moment où Charent était assigné à résidence, il a beaucoup écrit. Son dernier ouvrage est daté de 1933-34. L'ouvrage s'appelait Kirk Janabali, le livre du chemin. C'est le dernier livre édité officiellement à Yerevan. Pourquoi 33-34? Parce que la première édition avait été faite en 33. Mais cette première édition imprimée n'est jamais vraiment sortie de l'imprimerie.
puisque la censure a mis la main dessus et a exigé que d'abord la censure ne voulait pas que l'ouvrage paraisse. Oui. Mais grâce à Miasnikian, on a trouvé un compromis. On a demandé à Charens de retirer un certain nombre de poèmes et de les remplacer. Ce qui fait que Charens a écrit, a donné de nouveaux textes, et l'ouvrage paru réellement en 1934. Mais sur l'ouvrage, vous avez la date, parfois, enfin sur l'ouvrage de 1934, mais à la fin de l'ouvrage, c'est marqué 1933. Il y a toute une marque assez compliquée, mais qui est l'indice du fait que l'ouvrage a eu des aventures invraisemblables. Donc il y a eu tentative de censure, ensuite modification du premier ouvrage, et puis une version différente. Alors, qu'est-ce qui choquait? Qu'est-ce qu'il y avait? Apparemment, les ennemis de Charens, puisqu'à l'époque il y avait des ennemis, même bien installés, et notamment dans la censure, reprochaient à certaines pièces d'être des pièces anti-staliniennes. Notamment, il y avait une pièce de théâtre qui s'appelle Intermède, et où Charens, c'était une pièce de théâtre en vers, et dans cette pièce, Charens met en scène un auteur mort, un directeur de théâtre et un metteur en scène. Et évidemment, on se rend compte que, après tout, la pièce ne plaît pas au metteur en scène, et on essaye de changer. Autrement dit, c'est un sujet qui provoque des remous. Et on a dit que le metteur en scène, le directeur du théâtre, était la figure de Staline. Bon. Et donc, on a demandé à Charens de retirer la pièce, cette pièce qu'il a remplacée par autre chose, mais n'empêche que quelques exemplaires sont sortis d'Arménie. Et grâce à ces exemplaires, on a pu rééditer l'ouvrage pendant les premières années de la Deuxième République, dans les années 90. C'est assez curieux. C'est intéressant de comparer la première version et la deuxième version. Il est évident que la deuxième version est plus riche. Les pièces que Charens a ajoutées, les morceaux qu'il a ajoutés sont enrichis, si vous voulez. Mais évidemment, on regrette qu'il soit obligé d'enlever certaines pièces qui étaient condamnées par le fait qu'ils étaient considérés comme nationalistes ou bourgeois. Enfin, tous les arguments étaient utilisés à l'époque pour interdire, empêcher et même faire condamner un écrivain. Alors, Charens, la production est donc, vous avez dit, assez. Il a beaucoup écrit. Donc, à part les recueils poétiques édités par ses soins, il a une pièce de théâtre publiée à Tiflis en 1923 qui s'appelle Kafkas Tamasha. Ça veut dire, à l'époque, c'était les représentations théâtrales. Il y avait des troupes théâtrales qui donnaient des représentations dans les villages ou dans les villes de province. Kafkas, c'est Caucase. Tamasha, on peut dire théâtre, si vous voulez, mais d'inspiration populaire.
Kafkas Tamasha, qui a été joué plusieurs fois d'ailleurs dans les années 20, 30, mais l'ouvrage n'est pas resté au répertoire. De toute façon, c'était ce qu'on appelle une sorte de pièce d'agitation, un agite-théâtre. On appelait agite-théâtre. Où on s'en prend notamment au parti politique, et le parti politique auquel on s'en prenait le plus, c'était les Tashnak. Dans Kafkas Tamasha, vous avez un certain nombre de personnages Tashnak qui font l'objet de dérision et de satire. Il y a eu des pièces de théâtre comme ça, même auxquelles Marali a écrit quelques pièces comme ça, jamais rééditées et jouées, mais ce sont des pièces d'inspiration politique, évidemment satirique. Alors, ça c'est sa pièce de théâtre, qui est dans la veine des œuvres publiées dans les années 20. Ensuite, il a un roman dont la critique d'Arménie soviétique dit beaucoup de bien. Le roman s'appelle Yergir Nairi, le pays Nairi, qui date de 1924. Charles a repris un peu plus tard, et qu'il dénomme d'ailleurs Poeman Vet, roman semblable à un poème, roman poétique si vous voulez, et dont le sujet c'est la chute de Kars et la retraite des Arméniens de Kars. Autrement dit, encore un événement de la catastrophe des Arméniens. C'est donc et évidemment, c'est d'autant plus important que Kars était sa ville natale. Oui. Et donc, Karen connaissait assez bien les lieux, mais il invente plein de personnages. J'ai essayé de lire plusieurs fois l'ouvrage qui me semble, moi, personnellement, pas un ouvrage vraiment intéressant. Ça ne m'a pas intéressé, moi. Oui. Je rêve, il y a pas une pièce de Derian aussi qui s'appelle... Non, Yergir Nairi provient d'un titre qui lui vient de Derian. Derian voulait en faire le titre d'un recueil de poèmes consacré à l'Arménie. Oui. Charent a repris ce titre pour son roman. Vous savez, Charent est un poète qui prend son bien là où il le trouve. Et c'est comme une espèce d'éponge. Il assemble, accueille, et puis il change, évidemment. Car le roman de Charent, c'est pas le recueil poétique de Derian, bien évidemment. Ça porte sur un événement historique déterminé, auquel Charent n'a pas eu, dont il était contemporain, mais il n'était pas témoin. Mais évidemment, c'était un événement qui l'avait beaucoup frappé, ça avait beaucoup marqué, surtout les Arméniens en Arménie, même aussi à l'étranger, puisque cette perte de Kars était l'amputation d'une bonne partie de l'Arménie, c'est-à-dire c'était une modification fondamentale de la frontière. Donc, c'était, alors, vous remarquez, dans l'œuvre de Charent, il y a déjà ce thème de la catastrophe des Arméniens, avec Tanteagan à l'aspect. Ensuite, vous avez Yergir Nairi. Ensuite, le Kir Janabari, l'ouvrage de 1933-34, qui apparaît comme un ouvrage, en fait, de réflexion sur le destin de l'Arménie. Les poèmes posthumes consacrés à Arastirantyan, tous
traite de cette question du pouvoir et de la possibilité aux Arméniens de parvenir à une sorte de souveraineté. Et puis, évidemment, sa propre vie, son propre destin, qui est intimement lié au destin de l'Arménie. Donc, d'une certaine manière, d'emblée, on peut dire que Tcharet a bien sûr écrit toutes sortes de poèmes, mais que, en fait, c'est le poète qui a voulu adhérer à l'histoire, non pas accompagner l'histoire, mais devenir un personnage important de l'histoire des Arméniens, comme sujet, si vous voulez, comme sujet de cette histoire, et non pas quelqu'un qui subit les conséquences de l'histoire. C'était son problème majeur. C'est pourquoi on peut dire que la poésie de Tcharet est de bout en bout politique. Même dans les derniers textes où il parle de sa vie privée, de ses préférences sexuelles et d'autres, chaque fois on voit que ce sont des prises de position politiques. Quand le pouvoir interdit aux individus d'avoir une vie personnelle, évidemment, Tcharet écrit une poésie personnelle et individuelle, si vous voulez, et chargée. C'est-à-dire, en permanence, manifester son désir en tant que sujet vivant face à une totalité qui nie les sujets. Voilà, évidemment, alors on peut en fait distinguer des poèmes lyriques, des poèmes politiques, au sens strict du terme, des poèmes, disons, de la période officielle, si je puis dire, les poèmes dédiés à Lénine. Il a écrit un poème dédié à Lénine. Il a écrit un poème qui s'appelle Le mur des fédérés à Paris, à l'occasion de sa visite au Père-Lachaise. Il a écrit ça, il y a à Istanbul en 1924. Il a donc écrit en tant que poète communiste des poèmes politiques tout à fait dans la veine, je dirais, officielle. Il y a aussi des poèmes, je dirais, des textes d'expérimentation poétique, notamment à la période futuriste. Entre 1900, disons en gros 1921 et 24-25, Tcharet a publié plusieurs recueils dont on n'a jamais lu en Arménie pendant la période soviétique, notamment par exemple un recueil qui s'appelle Romance en cercle. Ouais. Romance en cercle sans amour. Autrement dit, romance sans amour. Vous savez bien que Mendelssohn a fait de la musique sans parole. Eh bien, romance en cercle, c'est romance sans amour. Un opuscule publié à Moscou en 1922, qui, pendant plus de 60 ans, n'a jamais été réédité. Il a été réédité en 1984 par Anaïs Tcharet dans cet ouvrage qui s'appelle Andi Pietchahavakvat Yerkev, Yerevan, 1983. Évidemment, romance en cercle, comme le titre le dit, c'est, si vous voulez, les amours, l'amour tout charnel, tout cru, sans le lyrisme habituel. À mon avis, totalement inintéressant sur le plan politique, mais sur le plan
de l'expérimentation poétique, ça va dans le sens d'une mise en question de l'écriture poétique que le futurisme entreprend à cette époque. Il y a Romance en sel, il y a Komal Almanach, Komal comme on dit communiste, n'est-ce pas? C'est un titre Moscou 1924, et des recueils, des petits recueils comme ça qu'il a publiés, qu'on trouve maintenant réunis dans les 6 volumes qui ont été publiés dans les années 60. On a commencé en 1965-66. Il y a eu 6 volumes. Et puis le 7e, c'est le recueil publié par Anna Charest. Mais en fait, pour ce qui est des éditions, il y a un long chemin encore à faire pour parvenir à une édition critique sérieuse. Bon. Pour ce qui est de l'affaire Charest, si vous voulez, au sens où les interrogatoires, les arrestations, il y a un ouvrage paru où les textes sont réunis. Ça s'appelle Parterneri Kartnika, c'est-à-dire le secret des portes fermées. Parterneri Kartnika, c'est des textes réunis par David Gasparian. Parterneri David Gasparian, Yerevan, 1994. Gasparian a édité récemment, enfin il y a 4 ans, des recueils, des pièces inédites de la période posthume. Ça a provoqué toutes sortes de remous. La famille Charest a refusé à signer. a demandé à la justice d'interdire l'ouvrage. L'ouvrage, ce qui veut dire que l'ouvrage s'appelle Kirkmanatsortat, le livre des restes. Le livre des restes, et la famille Charest a interdit sa diffusion. Il n'empêche que si vous voulez acheter un exemplaire, vous pouvez le trouver. Vous allez à Noyan-Daban, dans la partie arrière, vous trouvez. Simplement, le prix est 2-3 fois plus cher que la j'ai cette édition. En réalité, là aussi, il y a un problème, puisque les versions proposées ne sont pas nécessairement fiables. Car, dans la dernière partie de sa carrière, Charest a abordé des sujets qui ne sont pas encore acceptés en Arménie. Et donc, parfois, une écriture érotique, même à la limite du supportable, et même un vocabulaire trop cru, que beaucoup de spécialistes de Charest ont peine à accepter. Longtemps, ils ont pensé que c'était des faux. En fait, ils ont fini par accepter le fait que c'était des œuvres que Charest avait écrites à la fin de sa vie. D'abord, peut-être parce que un homme seul a envie de s'exprimer librement, mais d'ailleurs, certaines pièces il avait envoyées à des personnages qui l'avaient inspiré en lui demandant de ne pas les publier. Notamment, il y avait une actrice qui s'appelait Arus, elle est morte en 1941. Il avait envoyé à Arus un petit recueil de 7 pièces qui était inspiré
par cette Melpomène. Il l'appelait la Melpomène, Melpomène étant la déesse ou la muse du théâtre, et de garder, de ne pas publier. Ce qui fait qu'après la mort d'Oadus, ses descendants n'ont pas publié. Resté encore quelques années que les pièces ont émergé. Nous aurons des surprises. Pour le moment, Charente n'est pas une affaire close, si vous voulez. Maintenant, on va aborder les œuvres de Charente à partir du début. C'est-à-dire, Charente a connu en gros 3 grandes périodes. Une période où il est un excellent élève de Télien, parfois même un très bon symboliste. Ensuite, il met en question cette poétique symboliste avec les poèmes et les textes futuristes. Ensuite commence une période de poésie officielle communiste. Enfin, les poèmes pour lesquels on a du mal à trouver une dénomination commune, nationale, patriotique, non mais aucun des termes ne conviennent, c'est-à-dire de réflexion sur le destin de l'Arménie. On peut diviser en 4, mais Alors c'est 4, évidemment, ça fait 4 ça. ça C'est fait pas 3. ça fait 4. D'accord. Mais on a du mal en réalité de faire des séparations assez strictes, car très souvent chez Charente, même des éléments symbolistes vont rester, si vous voulez, dans les dernières œuvres. Alors on va prendre, si vous voulez, la première pièce du premier ouvrage. Yerekiet Tachatalouga. Je vais faire passer. La première pièce du dernier ouvrage, c'est ça? Mais un pour Qu'est-ce chacun. qu'il a Oui, dit? mais je fais passer. Voilà. Merci beaucoup. Bon, alors, Yerekiet Tachatalouga, donc c'est un ouvrage, un petit ouvrage qui date de 1914. À l'époque, Charente a 17 ans. Et le poème est dédié à sa petite amie de l'époque qui était Astrid Krontachtja et porte un petit vers d'Albert Samin. Et c'était le dernier amour du soir antique. Albert Samin, c'est assez étrange comment les poètes secondaires du symbolisme français deviennent des poètes importants pour les poètes arméniens. Et Albert Samin a quelques recueils importants en français. Il est mort il y a plus d'autres. Si je ne me trompe, il a un recueil. Il a un recueil qui s'appelle de la Fente. C'est un poète assez connu. Dans mon enfance, en Oui. France, il était Oui, enseigné. oui, nous aussi. Il pleut comme minutieusement. La pluie tisse la fenêtre par la fenêtre ouverte. La pluie tisse la terre avec le ciel. Enfin, quelque chose d'atroce. Donc, Allez, mais, autrement dit, Albert Samin, c'est pas un grand poète Mallarmé ou Rimbaud, mais il représente Il n'est pas resté, hein. une figure du symbolisme. Alors, en plus, il a mis donc cette épigraphe en français. Je ne sais pas si Charente lisait le français vraiment, mais
Bon. Surtout à cette Il a époque. dû prélever ça dans une version russo-française, dans un recueil peut-être en deux langues. Jumping. Alors, le poème est daté de 1913. Donc, nous avons un poète de 16 ans. Orvelov, alors c'est une voiture qui passe. Une voiture ou Un fiacre. Hein. à cheval. Oui. Orvelov Gakner Vazum Sarantats. Tashtimichin Jalabarov Techabat. Tonner Mahum Yabachar Surdutats. Orner Mahum Givantod Umer Vahat. Oror vumer gark vazum garabana yer kumer minch voryer tokachtabor ginner modis tarn hazum mut kergum are mut kuare velk. Tonner mahum yabagav surdutats akrabnera ansnumeyin kerchalov tokachtabor ginne dachur et gildats kaminanzav negimasin orpalov. Եվ գարաբան օրորվելով թեր երգար երկումերի օրերի երկը անգույն, գնում էինք ուր, չգիտեմ, վերջ չգար, գնում էինք անխոս, անցայն ու անկուն։ Bon, tout à fait dans l'esthétique symbolique, sur le chemin. Alors, c'est donc un poème court où nous avons un sujet lyrique qui dit moi, évidemment, qui est assis à côté d'une femme physique, Tokartavor Ginner Moritz. Elle tousse Ororvelov, donc on reprend si vous voulez le poème, Gark, le chariot, c'est pas le chariot. Oui, la diligence, la voiture. Voiture. Diligence, voiture. C'est la voiture. Voiture, ça va très bien. Voiture, se balançant, avancer, sarantat, rapidement. Tashti Michin, à travers les champs. Janabarov Techabat, par un chemin boueux. Tonner Mahum Yabarach, ton c'est la petite pluie. La petite pluie. Mais ça peut s'employer également, pour le moment où l'obscurité baisse. Tonner Mahum, mais ici je crois que c'est une petite pluie. Très, très légère, mais en même temps. Miabarar, monotone. Sourde, froid et mouillé. Orner Marum, le jour est en train de s'éteindre. Hivantot, malade et maladif, et Mermverhat, découragé. Verhat, c'est se décourager. Mermverhat, mais autrement dit deux adjectifs collés ensemble par un tiret pour dire doucement décourageant. Alors, vous regardez, vous voyez surtout le petit travail sur le plan sonore. Il est haut. Ororvelo, tonner, orner. Déjà une science des mots et des sons. Ororvumergak, la voiture balançait, courait et courait. Garabana Yetkumer, le chartier chantait je ne sais quelle chanson. Minch, on ne sait quelle chanson. Tokartabor qui n'est la femme physique à côté de moi,
toussait Taran amèrement. Moutner Kergoum Arevmout ou Arevelk, l'obscurité envahissait l'Orient et l'Occident. Tonner Maroum Yabara Sourdoutat. Alors on reprend, comme dans certains vers des pantoums, vous savez, le pantoum était une forme poétique qu'on avait importée de l'Extrême-Orient. Et Baudelaire avait en fait notamment il y a un très beau poème qui s'appelle Harmonie du soir. Voici venir les temps où vibrant sur sa tige chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir. Et puis, dans la deuxième strophe, certains vers reviennent à des endroits déterminés. Donc c'est un poème fondé sur la répétition des vers entiers. Ici, le vers entier qui revient, c'est Tomer Marum Miabara Surdutat. Le maître adopté, c'est 4, 4, 3. 4, Tomer Marum, 4, Miabara, 4, Surdutat, qui convient particulièrement pour cette course en voiture. Akravnere Ansnumeyin Kerchalov, les corbeaux, oui, les corbeaux passaient en croissant, criant, Oui. criant. Tokartabor Ginedachur, Hetzgeldat, la femme physique tristement triste. Hetzgeldat a gémi, a pleuré, gémi. Kaminanta, le vent est passé. Megimassin Vorpalov, en se lamentant à propos de quelqu'un. Il y a, si vous voulez, dans le poème, quelque chose qui n'est pas. Il y a un absent, il y a de l'absence, Oui. sans cesse. C'est une chanson qu'on ne connaît pas, que le chat qui chante, et puis le vent passe, on se lamente sur quelqu'un, on ne sait pas qui. Yedgaraban Ororvelov, à la reprise, une sorte de. Maintenant c'est Garaban Ororvelov, Teliergar Yedkumer, le charretien en se balançant, chantait longuement encore. Il aurait dit le chant des jours. En Queen, son couleur, ça veut dire pâle. Parole. En Queen. Pâle. Mais il aurait dit en Queen. Qui n'a pas de couleur. C'est les jours ou la chanson qui sont pâles en Queen. Que nous allions, ou Tchukidem, on ne sait pas où on va, vers Tchugar, il n'y avait pas de femme. Que nous mening, en rose, sans parler, en cinq, sans. Alors, vous voyez, en rose, en cinq, Oui, c'est vrai. Sans voix. Sans voix, c'est-à-dire qu'on n'échangeait aucune parole, ou en coun, sans sommeil. 3 adjectifs privatifs, négatifs, évidemment. Voilà un genre de poème dont l'inspiration symboliste est évidente, hein, avec cette volonté de créer un climat mystérieux et évidemment un personnage, la femme physique, retenez la femme physique, en 1922 sera le symbole de la poésie arménienne traditionnelle. Il va, d'ailleurs, Tcharenk lui-même va taxer la poésie de Terian comme étant une poésie physique. Tokartabor.
Donc on a Mais tout la à même figure, on a la même figure. Évidemment, en 1914, Charette ne pouvait pas penser que la poésie arménienne était la fin physique. Autrement dit, en 22, d'une certaine manière, il reprend une figure qu'il avait déjà employée, mais auquel il donne un sens beaucoup plus précis qu'en 14. En 14, cette femme qui est dans cette voiture menée par un charretier, on a l'impression que c'est une figure plus ou moins abstraite et que c'est la vie. Le charretier, c'est celui qui mène le jeu, si vous voulez. Il mène le jeu, mais sans savoir où on va. Il n'y a pas de fin, sauf que la fin peut venir à n'importe quel moment. On allait, que nous mêmes, on allait, on ne discutait pas, on n'échangeait rien. C'est un monde, si vous voulez, un monde et une atmosphère plutôt lugubre, il faut bien le dire. C'est une atmosphère lugubre, en tout cas crépusculaire, comme Matin Chari à Gauchner de Térian. C'est le même climat crépusculaire, mais chez Charette, les éléments visuels sont beaucoup plus précis. Alors que chez Térian, il y a une esthétique de l'imprécis, une esthétique de diffus ou du flou. Chez Charette, cette esthétique, on le voit de temps en temps, mais elle est en quelque sorte dépassée par la présence d'éléments beaucoup plus palpables, beaucoup plus visuellement perceptibles. Voilà un poème de cette époque, on peut dire la première pièce de 1914, écrite par un jeune homme qui a à peine 16 ans. Une maîtrise assez intéressante de la langue et de la versification. Et même, on voit son goût de répétition. Il faut dire que ce sera le point, à mon avis, le plus appuyé, le point le plus important chez Charette, l'emploi des répétitions. Il aime répéter des vers entiers, des mots entiers, et les compositions parfois tournent autour de quelques mots. Ici, les quelques mots sont or, aurore, aurait, c'est ça. En fait, mais on voit déjà son goût pour travailler la langue. Il faut bien dire que ce genre de poème, à l'époque, était plutôt quelque chose de rare. Mais on voit bien que c'est quand même quelqu'un qui a lu Varan Térian. Mais n'oubliez pas, Varan Térian, il a écrit ses textes en 1907, 8, 9. C'est Charette écrit en 1913. Donc, la période est assez courte. Oui, donc, il y a chez Charette une très grande réceptivité et aussi une malléabilité, on peut dire une sorte de plastique. Sa pensée est extrêmement plastique et peut se prendre les formes qu'il peut rencontrer chez les autres. C'est un esprit qui aime beaucoup imiter. C'est-à-dire l'apprentissage poétique chez Charette passe par l'imitation des modèles. Et par exemple, en 1922, il aura comme modèle Sayat Nova. Il va écrire tout un recueil qui s'appelle Zahara sur le modèle des poèmes de Sayat Nova. Évidemment,
ils vont employer pratiquement un langage assez proche de Sayat Nova, une versification proche également, des situations qu'appréciaient énormément les Achours, mais évidemment c'est une sorte de poésie dans laquelle le poète imite et veut dépasser le modèle. Donc, il se met à l'école des maîtres. Et on verra la fois prochaine comment il va aussi essayer d'imiter des poètes de la Renaissance italienne. Voilà.